ça va être vraiment sur la partie donc financement. Qu'est-ce qui existe comme type de financement? Parce qu'il y en a plusieurs, mais également comment est-ce qu'on peut jouer avec justement pour pouvoir les imbriquer et trouver la solution sur mesure. Quand nous sommes des marchands, nous venons attaquer vraiment la partie structuration de financement. On va voir également ce soir pourquoi en fait les financements, c'est vraiment un pilier de votre projet. Donc ça ensemble. Et dans un deuxième temps, on va aborder la partie association. Donc comment est-ce qu'on travaille avec des associés? Voilà, je vous donnerai un peu mes expériences personnelles et également le travail qu'on a mené au sein d'Arto Formation et Arto Invest pour travailler là-dessus. Allez, c'est parti. On commence du coup la présentation. Alors, on va déjà répondre à cette première question. Pourquoi bien financer son projet immobilier, c'est vraiment la clé pour la réussite? Tout simplement parce que lorsqu'on a un bon financement, ça va nous permettre de transformer notre idée en actif rentable. C'est-à-dire qu'un projet immobilier, tant qu'on n'a pas le financement de valider avec toutes ces conditions, et bien du coup, en fait, ce n'est pas un actif rentable. Ça ne reste qu'une idée, ça ne reste qu'un projet. On ne va pas pouvoir concrètement le réaliser. On va voir également dans la suite pourquoi. Avoir également un bon financement, c'est ce qui va vous permettre également d'optimiser. C'est-à-dire que vous allez optimiser et maximiser vos rendements. On connaît tous les calculs effectivement que, ok, combien mon bien me rapporte, j'enlève ma dette et ce qui me reste au bout, c'est ma marge. Ça, c'est un premier indicateur. Et quand on parle d'optimisation, ça va être également l'optimisation sur vos capitaux propres. Comment est-ce que je fais pour mettre le moins d'argent possible dans l'affaire et pourtant quand même réaliser le projet? Et là, à ce moment-là, on va vraiment structurer un financement derrière. Le troisième point, c'est également la sécurisation. C'est-à-dire que le fait de pouvoir utiliser un financement bancaire dans votre projet immobilier, c'est-à-dire de ne pas le faire 100% cash, de vraiment d'essayer de travailler un maximum le levier bancaire, eh bien, ça va vous permettre effectivement de faire face aux aléas du marché immobilier. C'est-à-dire que lorsque votre bien est en dette et que du coup vous avez sécurisé une partie de votre apport, vous avez gardé de la trésorerie de côté, eh bien, si sur ce projet-là ou sur un autre projet, eh bien, il y a un rebond, il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez remettre la main à la poche, vous pouvez faire face à cet imprévu. Et aujourd'hui, quelqu'un qui finance un bien 100% en fonds propres, au moindre aléa, s'il a épuisé toute sa trésorerie, toutes ses ressources parce qu'il a fait all-in au poker dessus, premier aléa, c'est terminé, il fait banqueroute. Donc voilà, financer correctement son bien immobilier, c'est vraiment la clé de la réussite. D'ailleurs, je vous en parle régulièrement pour ceux que j'accompagne dans la formation, que ça fait partie des 3 leviers qu'il faut absolument travailler. Alors, du coup, sur ces 3 idées-là, pourquoi le financement, c'est vraiment la clé de votre réussite de projet, on va voir pourquoi ce sujet est important, pourquoi ce sujet est capital. Tout simplement parce que déjà, est bien bouclé, et bien du coup, ça vous apporte une sécurité financière en premier lieu. En fait, ça vous permet également de vous limiter face au risque d'échec. Lorsque vous avez un bon financement, une bonne structuration, un plan de financement, et bien du coup, derrière, il n'y a plus qu'à dérouler. Mais ça, c'est parce que vous avez fait déjà tout le travail en amont. Et sans ce financement, encore une fois, c'est ce qui va vous, si vous ne l'avez pas, c'est ce qui va vous mettre en danger du coup sur votre projet. Le deuxième également, c'est que les bons financements, ça va vous permettre de saisir plus d'opportunités sur le marché. Et oui, parce qu'encore une fois, quand vous utilisez correctement l'effet de levier auprès de la banque, vous allez garder premièrement du cash qui va vous permettre de réaliser peut-être une deuxième ou une troisième opération. Donc déjà, ça vous permet de multiplier les opérations, mais également en travaillant correctement vos financements, en atteignant à chaque fois les résultats, en montrant à vos financeurs, regardez, vous pouvez me prêter de l'argent, je suis quelqu'un de confiance, je vous avais annoncé ce plan-là, vous m'avez donné le financement, et voilà ce qui en est sorti. Tout fonctionne bien? C'est bon pour vous? Ok, très bien. Et bien, regardez, j'ai un nouveau projet qui arrive sur la table. Et là, c'est à ce moment-là que du coup, vous gagnez également votre track record et ce qui va vous permettre vraiment de travailler le nombre d'opportunités que vous pouvez faire se réaliser sur votre marché. Et le troisième, du coup, pourquoi ce sujet est vraiment capital, c'est parce que ça va faire un effet de levier. Donc là, on parle vraiment, vous voyez dans la phrase, d'optimiser sa structure financière. Donc ça multiplie la rentabilité des fonds propres. Et ça, c'est souvent un petit peu sous-coté. On va dire qu'effectivement, comme je vous disais, quand on réalise un projet, on pense tout de suite à la marge que l'on a fait. Ok, très bien, j'ai dégagé 25% de marge. Oui, mais une fois que j'ai fait une, deux, trois opérations, je commence à avoir un track record, c'est également, regardez, ma société, j'ai tant de fonds propres, j'ai réussi à faire tant d'opérations, et mes rendements sur ces fonds propres, regardez combien je les ai multipliés. Et ça, pareil, c'est un indicateur qui est important pour les financiers. Pour quelqu'un qui est d'opérationnel,
agent immobilier, notaire, etc., ça ne le regarde pas trop. Par contre, quand vous parlez vraiment à de vrais financiers, quand vous dites, regardez comment j'ai travaillé mon effet de levier, comment j'ai travaillé mes fonds propres, comment j'ai économisé mes fonds propres, là, effectivement, c'est vraiment super. L'idée également, cet indicateur, il est souvent apporté quand Caroline vous dit qu'il aime bien faire une opération du coup de marchand de biens où il multiplie au minimum par 2 ses fonds propres. Alors si en plus vous les minimisez, là vraiment vous avez de l'impact. Donc ce sujet, vous voyez que c'est vraiment primordial. C'est également ça qui va vous permettre de construire une crédibilité. Parce que le marchand de biens, deux axes. Un, trouver des opportunités d'opération, et le côté, donc le cash. Et là, le cash is king. Donc l'idée, c'est que si vous l'utilisez correctement, quelle crédibilité vous allez afficher auprès de vos financeurs. Ça, vous devez toujours le garder en tête. C'est pas toujours évident et c'est pas un levier qu'on pense dans un premier temps en tant que marchand de biens. C'est lorsqu'on est marchand de biens, on pense immobilier, de la pierre, du placo, comment je peux revendre, agent immobilier, etc. Et souvent, le côté financier, il est un petit peu laissé de côté. Donc surtout, raisonnez en tant que chef d'entreprise. Si vous faites de l'achat-revente, à titre particulier, résidence principale ou résidence secondaire, entraînez-vous là-dessus. Commencez à dresser vos petits KPI comme ça. Et lorsque vous basculez vraiment en marchand de biens, vraiment en SAS, vraiment comme un professionnel de l'immobilier, si vous avez ces KPI-là qui sont dès le début inscrits dans votre track record, à ce moment-là, là, les financiers en face, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Et là, vous allez parler vraiment la même langue, donc c'est plus facile également à obtenir des financements. Hop, alors aujourd'hui, 90% des projets immobiliers échouent faute d'un montage financier adapté. Dans le chat, qui est-ce qui s'est déjà retrouvé bloqué à une banque pour présenter un projet? Allez, je vous laisse répondre un petit peu. Et dites-moi en même temps au passage pour quelle raison. Qu'est-ce que la banque vous a dit lorsqu'elle vous a refusé un financement? Jean-Michel, il nous ressort effectivement l'histoire du bon et du mauvais chasseur. Eh oui, il vient prendre le fric, mais c'est un bon financement. Le but, c'est de pouvoir réaliser effectivement tes opérations. Ok, Mathieu, taux d'endettement, très bien, 50%. Pas encore eu cette chance, t'inquiète Chris, ça va venir bientôt. Alors, qui est-ce qui a eu des refus bancaires pour financement et pourquoi? Taux d'endettement était dépassé, taux d'endettement, problème des limites 35%, en cours trop élevé en nom propre, très bien. Est-ce que vous avez déjà été bloqué vis-à-vis de vos apports? Donc ça me permet également de vous connaître un petit peu mieux durant ce live et pouvoir adapter un petit peu la présentation derrière. Ok, moi ça fait dit que je n'ai pas assez d'épargne, exactement. La banque n'est pas d'accord. Monsieur la demande un deuxième refus. Ok. Pas de CDI, pas de chocolat, pas de crédit. Ok. Pas de cash. Ouais, le découvert. Elodie, bah oui, oui, tout à fait, il faut être ultra clean sur ses comptes. Ok. Blocage par rapport à l'âge, pas assez d'apport. J'ai trouvé un financement avec un partenaire et une création de SEP. C'est bien, Christophe, t'as été malin. Ok, yes, mais Samir m'a trouvé des astuces. Bah oui, hein. Pour ça, appuyez-vous également sur les coachs experts. Donc, vous avez Samir et du coup, Sylvain. Pas d'apport. Ok, c'est ici demandé 20%. Ok, donc effectivement, c'est un petit peu ce qu'on retrouve devant nous sur la slide. Vous voyez, en fait, on parle donc sur les projets immobiliers qui sont abandonnés. 90% sont à cause d'un manque de financement adapté. Effectivement, un projet immobilier, il n'y a que 10%, on va dire, c'est au cas où, en fait, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu lorsqu'on a signé le compromis, lorsqu'on a fait l'étude, qu'on a monté le projet vraiment de technique. Mais la plupart du temps, 90% du temps, c'est parce que le financement, il n'est pas adapté, parce qu'on manque justement sur ce point-là. Alors, dans ces 90%, il y a une partie, effectivement, comme on voit, c'est les blocages bancaires. Donc, des dossiers qui sont refusés par les établissements financiers. Là-dedans, c'est parce que parfois, souvent, les choses sont mal présentées. C'est-à-dire qu'on demande un effet de levier trop haut, on arrive avec 35%, voire 50% de taux d'endettement, on n'a pas d'apport, etc. Et vous voyez également dans les dossiers, on voit dans ces 62% qu'on a 45%, c'est parce que les montages avec un apport initial insuffisant ou mal structurés. Et d'ailleurs, vous voyez la réponse de Sébastien, c'est que voilà, Samir a pu trouver des astuces, ou encore Christophe qui a pu effectivement se titrer en SEP pour pouvoir justement contourner, on va dire, ces blocages pour pouvoir quand même réaliser son opération.
Donc, ces chiffres-là sont assez grossiers, sont assez grands, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que le financement, c'est vraiment quelque chose d'important. On voit avec l'image de l'iceberg qu'effectivement, on se dit le financement, bon, c'est qu'une petite partie de mon projet. Le but, c'est de bien acheter, c'est de faire les travaux, de bien revendre, de bien travailler avec l'archi. Oui, mais le financement, souvent, on le laisse de côté, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose de primordial, comme la face cachée d'un iceberg. Et sans ça, vous ne pouvez pas réaliser votre opération. Donc vraiment, éduquez-vous dessus, montez en compétence. C'est très bien du coup que vous soyez là ce soir. Et encore une fois, il y a encore le live la semaine prochaine avec Sylvain qui va pousser plus loin du coup sur les financements. Alors, le financement, c'est également l'ossature de votre projet. Le financement, quand vous étudiez, ok, comment est-ce que je peux faire pour me financer, etc., il faut que vous puissiez y réfléchir dès le début de votre projet. C'est pour ça que dès le début, vous devez travailler le financement. Ok, comment est-ce que je vais attaquer mon financement? Est-ce que je l'attaque en résidence principale, particulier? Donc, je vais pouvoir aller sur un financement peut-être à 20, 25 ans avec un taux à 3,4, 3,40 ou 4%. Donc ça, pas de souci. Alors, la SEP, Anne, on va revenir dessus, pas de problème. Et d'ailleurs, Chrissy t'a répondu. Nickel. Alors, c'est pour ça que ça vient vraiment dans l'ossature de votre projet. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la création de votre projet, vous affinez également vos financements. Donc là, le financement, ce qui nous est affiché, c'est que premièrement, ça va vous aider à gérer le risque, c'est-à-dire anticiper les imprévus et sécuriser votre projet sur le long terme. Alors, quand on parle de long terme, c'est vraiment une structure financière équilibrée. Effectivement, on pourrait se dire, hey, pas de souci, moi, le projet, je vais en dette privée, je vais en crowdfunding. Allez, c'est la solution facile. Ouais, je vais réaliser mon projet en crowdfunding, pas de souci. Ok, ça coûte combien le crowdfunding? Hein, à votre avis, combien ça coûte du crowdfunding? Si vous êtes dans le chat, là. À votre avis? Je suis porteur de projet, je vais toquer la porte chez La Première Brique, chez Anaxago, chez Clubfunding, chez Risers, etc. À votre avis, combien est-ce que ça peut coûter le fait d'aller là-bas? 15, 16%, 17, 15, 12, 18. À 12, crowdfunding à 12, il te manque des petites lignes. Alors déjà, ouais, c'est effectivement, Sébastien, c'est sur une année. Tu as tout à fait raison. C'est des pourcentages déjà qui sont annuels. 12% Talal. Eh, dis donc, il va falloir qu'on voie quelques leçons. Ok, alors, je vais vous donner un exemple. Vous êtes prêts? Alors, aujourd'hui, donc là, c'est une proposition qu'on a eu en retour. Aujourd'hui, pour un montant de 980 000 euros en crowdfunding, pour une durée de 24 mois, effectivement, on va devoir rembourser aux investisseurs 12% annuel. OK. Là-dessus, il va falloir activer une fiducie de sûreté sur l'actif. Donc, en fait, on va rajouter encore des frais supplémentaires. Là, on n'est pas sur des frais bancaires, on est sur des frais, du coup, complémentaires. Donc, la fiducie, on va monter un certain pourcentage sur certains biens au-dessus de, allez, 1,5 million, 2 millions. Vous voyez, on est sur du 45 000 euros. Les frais de dossier, ça va être 5% du montant levé. Frais de gestion, ça va être 0,1% par mois du capital restant dû. Frais d'assurance, 15 000. Et les frais liés à la sûreté, donc la fiducie, effectivement, 17 000 euros là sur un emprunt à 980 000 euros. Donc quelqu'un qui va en crowdfunding, qui se dit, OK, je veux 980 000 euros, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas aller voir les banques, je ne vais pas étudier le reste de mes financements. Il va payer 11%, 12% sur 980 000 euros annuellement. Il va se prendre 5% de frais de dossier. Il va se prendre 0,1% par mois du capital restant dû, 15 000 euros de frais d'assurance et 17 000 euros de fiducie. Et là, c'est parce qu'encore on a négocié des choses. Donc vous voyez, en fait, les lignes, ça y va. Et vous pensez que si on aligne suivant la possibilité de votre projet, est-ce que tous les projets sont compatibles avec un financement comme ça? Ben, en fait, non. Si vous rentrez des conditions comme ça de but en blanc directement dans un BP, votre projet, il y passe. C'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, quand vous étudiez les choses, il faut vraiment regarder quel est le financement adapté. Et ça, on va y revenir juste après sur les différents types. Donc c'est vraiment super important de ne pas partir directement sur une idée préconçue. L'écran est figé chez toi. Ah bah du coup, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Holdaric. Donc voilà, l'optimiser la rentabilité, c'est super important.
Ne partez pas non plus sur OK, moi je fais absolument du crowdfunding, je fais absolument ça, etc. Toujours réfléchissez à la bonne solution. Et également, derrière, du coup, le fait que vous puissiez bien travailler votre financement, bien y réfléchir, avoir vraiment construit une stratégie, à ce moment-là, c'est comme ça que vous allez pouvoir également avoir un regard solide, une crédibilité auprès des banques et investisseurs potentiels. Voilà, donc là, financement de l'ossature. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la suite. Et là, on va aborder les types de financement. Donc aujourd'hui, il y a 4 grandes familles. Alors, Désiré, si le but est de faire de l'achat-revente, quel intérêt de faire un emprunt sur 25 ans? Assorine, peu de chance d'entamer. C'est juste une question. Pas de souci, Désiré. Tout simplement, si tu fais un achat-revente, quand on parle d'achat-revente, c'est à titre particulier. Par exemple, quand tu veux faire un aller-retour sur une résidence principale, si tu négocies direct, bonjour, je voudrais faire un crédit sur 5 ans, sur 10 ans, effectivement, les mensualités vont être assez imposantes. Et du coup, effectivement, ben, aussi, tu vas risquer de ne pas être financé. Donc, généralement, quand on fait de la RP ou de la résidence secondaire, on essaye d'avoir un crédit type classique en tant que particulier, donc sur 20 ou 25 ans, ce qui te permet d'avoir des mensualités très basses et ce qui te permet également, lorsque tu vas revendre, de pouvoir traiter ta fiscalité en nom propre. Donc, n'oubliez pas, résidence principale, bon, c'est gratuit, tant mieux. Il n'y a pas d'imposition sur la plus-value. Par contre, en résidence secondaire, vous prenez plus de 30% de fiscalité. Donc, si vous avez un emprunt sur 25 ans avec une toute petite mensualité, ben, ça vous laisse de la place derrière dans votre bilan financier. Tout simplement. Alors, du coup, là, devant nous, nous avons les 4 grandes familles du coup de financement. Le premier, le plus classique que tout le monde connaît, ça va être la dette bancaire. Alors, la dette bancaire, comme on va parler des avantages et inconvénients après, le premier, vous avez la dette bancaire. Deuxième, vous avez la dette privée. Troisième, le crowdfunding. Et le quatrième, apport personnel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des grandes familles comme ça? La dette bancaire, c'est classique. Hein. Vous allez chez donc toutes les banques mutualistes, hein, celles qui nous financent le plus, donc Crédit Agricole, CIC, le Crédit Mutuel, la BPO, la Caisse d'épargne, tout ce qui est banque, on va dire mutualiste, et bien du coup, c'est ce qui finance le mieux le marchand actuellement. Donc ça, c'était le classique, c'est sur la dette bancaire. Deuxième, la dette privée, qui justement finance en dette privée. Qu'est-ce qu'on appelle la dette privée? La dette privée, c'est tout simplement un crédit, mais qui est octroyé par du particulier, par des investisseurs. C'est-à-dire que ça peut être des family office, des CGP, ça peut être quelqu'un qui est fortuné, quelqu'un qui a, je sais pas, 1 million d'euros de trésorerie. Il peut vous faire un crédit à titre particulier. Bon, bien sûr, il va mettre un taux d'intérêt fort, mais c'est ce qu'on appelle effectivement la dette privée. Également, il y a tout ce qui est fonds immobiliers, fonds spécialisés dans les financements. Donc ça, c'est la partie dette privée. Troisième famille, ça va être la partie crowdfunding. La partie crowdfunding, bah, vous connaissez, c'est la partie donc première brique, Anaxago, Crowdfunding, Risers. C'est bon, j'en ai cité plus de 3, je n'ai pas fait davantage concurrentiel. Et le dernier, effectivement, dans les financements, il y a également l'apport personnel, la partie cash. Donc, vous en tant que marchand, en tant qu'investisseur, vous allez devoir jouer sur ces 4 familles de financement. Il faut savoir que ces familles de financement sont compatibles entre elles. Vous n'êtes pas obligé de faire que du 100% de dette bancaire, que du 100% de dette privée, du crowdfunding ou 100% apport, comme on le disait tout à l'heure. Ces 4 familles-là, vous devez les connaître sur le bout des doigts et pouvoir jouer avec. Je vous donne des petits exemples de combinaisons possibles. Aujourd'hui, si on fait un projet classique, on va dire allez, sur 1 million d'euros en financement, on va faire des chiffres ronds, ça sera plus facile pour moi. Dette bancaire. Donc, mon coût de revient de mon projet, c'est 1 million d'euros. Je vais utiliser la dette bancaire. Dette bancaire actuellement, on va partir sur 30% d'apport. Donc, il me faut 300 000 euros d'apport sur le bureau de la banque pour qu'elle me finance 70%. Mais je n'ai pas ces 30% d'apport. Comment est-ce que je peux faire? Deux solutions. Cet apport, on va le financer avec de la dette privée ou avec du crowdfunding. Et si on a de l'apport personnel. Mais du coup, vous pouvez chercher une dette bancaire en ayant dans votre apport du coup de la dette privée ou du crowdfunding. Il n'y a pas de problème. C'est là où on commence en fait, vous voyez, à faire de la finance structurée. Et quand vous dites oui, mais moi j'ai pas de cash, pas de problème. Bah du coup, je vais aller chercher de la dette privée pour de l'apport, pour avoir mes 20-30%, et le reste, bah, je vais l'obtenir en fait sur de la dette bancaire. Je vais aller voir la banque et je vais lui dire regardez, c'est bon, j'ai l'argent, et à ce moment-là, je vais lever ma dette bancaire. Donc ça, c'est super important de pouvoir combiner en fait sur ces 4 grandes familles.
Est-ce que là-dessus, vous avez des questions déjà? Est-ce que déjà ça vous choque? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas? Alors, en attendant que vous répondiez sur cette partie-là, je réponds juste à la question. Effectivement, l'achat-revente en express, c'est toujours possible. La loi n'est pas encore tout à fait bien passée. Par contre, Didier qui rebondit, ça va encore tenir combien de temps, ça? Alors ça, on ne sait pas, ça dépend des politiques. Mais en tout cas, ce qu'il faut partir du principe, c'est OK, en 2025, quelles sont les conditions, quelles sont les lois applicables? Ça, c'est le jeu de cartes que vous avez devant vous. Maintenant, à vous de faire les combinaisons et de jouer avec. Alors, à condition que le taux d'entêtement ne dépasse pas les 35% ou 40%. Effectivement, mais ça, effectivement, Talal, ça dépend du type de financement que tu vas demander. Mais c'est où que l'on trouve les investisseurs pour les dettes privées? C'est une bonne question, Julie. Alors déjà, tu as les personnes autour de toi, rien que chez Arto Formation. Je te donne un exemple. Là, on a des personnes qui ont effectivement trouvé un chalet, le fameux chalet de Combloux, que la Caroline vous a fait live la dernière fois. Du coup, les investisseurs, les porteurs de projets avaient zéro. 0 € d'apport et zéro capacité d'endettement. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a trouvé des investisseurs qui se sont associés avec eux, qui ont apporté le cash, et l'ensemble de cette association va aller chercher du coup une dette bancaire. Et les porteurs de projets, ils ont mis zéro. Alors après, il y a une répartition effectivement de la marge, chacun doit être rémunéré dans cette partie-là. Et du coup, ça leur permet aux porteurs de projets de réaliser un projet à 1 million, soit 274 000 euros, en ayant mis zéro de leur poche. Et ça, on l'a fait, c'est en cours. C'est en cours, on est en train de déposer les statuts de la société. Et on a 3 offres de banque sur la table. Ensuite, pour d'autres choses, on a effectivement la partie également dette privée, on peut faire de l'obligataire. Par exemple, moi, Melvin, je vais aller voir la banque me dit, OK, très bien, monsieur Bory, on vous finance votre projet à 1 million, par contre, il faut 200 000 euros. Je vais aller voir quelques amis autour de moi, et puis du coup, je vais leur faire un contrat obligataire. Je vais dire, bah, vous me prêtez de l'argent, je vous rémunère ça à 10% annuel, est-ce que ça vous va? Oui, on signe les papiers, ils font le virement, je vais voir la banque, je leur dis, bah voilà, maintenant j'ai 200 000 euros, on peut financer. Et encore une fois, j'ai remis 10 euros de ma poche. Alors effectivement, ça dépend de la taille du projet. Alors, exemple, projet à 230 000 euros avec marge 30 000, 6 CF plus dette bancaire, et il reste plus grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu appelles CF, du coup, Mathieu? Parce que CF, moi, je le connais pour cash flow. Qu'est-ce que tu appelles CF? Alors, pas tout à fait désiré. Effectivement, les porteurs de projets deviennent des apporteurs d'affaires. Attention, apporteurs d'affaires, cela veut dire qu'ils ne participent plus dans le projet. Ils touchent une commission et ils ne touchent plus au projet. Ils ne s'occupent pas de la réalisation. Effectivement, pour 230 000 euros en crowdfunding, Mathieu, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as raison, en crowdfunding, bah, tu vas flinguer ton projet. Effectivement. C'est pour ça qu'en fait, il faut bien réfléchir à votre type de financement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'ossature de votre projet. Alors effectivement, Julie, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que tant que ça reste dans le cercle privé. Tant que ça reste dans ton cercle privé, tu vas pouvoir aller chercher un contrat obligataire pour l'apport et après attaquer ta partie RP. Allez, je continue. Alors, sur la partie dette bancaire, toujours il y a des avantages et des inconvénients. La dette bancaire, donc c'est la solution traditionnelle. Ils ont un taux avantageux. On se rappelle, actuellement pour des crédits particuliers, on est en fait à du 3,4, 3,4 ou 4%. Mais également, si on attaque en marchand, c'est Euribor 3 mois plus de 2,5%. Donc on est autour des entre 5 et 6%. Par contre, l'inconvénient de la dette bancaire, c'est qu'en fait, vous avez des banquiers. Donc les banquiers, eux, ils sont galères, ils sont bien stricts. Et effectivement, bah, il faut avoir un dossier ultra clean. Vous parliez tout à l'heure de taux d'endettement, est-ce que j'ai assez de cash, est-ce que je suis à découvert, est-ce que j'ai une bonne gestion de mes comptes, est-ce que j'ai assez de patrimoine, etc. Tout ça. Eux, ils vont être effectivement stricts, mais du coup, ils vont vous permettre d'avoir un taux avantageux, que ça vous coûte moins cher.
Ensuite, le deuxième, ça va être la dette privée. La dette privée, donc financement par investisseur, c'est plus rapide, mais c'est beaucoup plus coûteux. Je vous donne un exemple. Actuellement, moi, je suis en train d'étudier un projet effectivement à Sainte-Maxime, de racheter des parts en fait d'une SAS, deux associés qui se disputent et le projet va tomber à l'eau. Il y en a un qui menace de faire un coup de bulldozer. Du coup, nous, on arrive là-dedans pour pouvoir le récupérer. Et à ce moment-là, effectivement, on a réussi à avoir la dette privée. On l'a en un mois et demi. Entre le OK, je vous présente le dossier, au versement de l'argent, et ce sera écoulé un mois et demi. Pour un autre projet là qu'on va lancer avec Caroline et encore le co-marchand Geoffrey, qui est un partenaire sur Arto Invest, on a financé plusieurs projets, sa dette privée, on l'a en un mois. Donc c'est plutôt vraiment intéressant la dette privée. Par contre, ça coûte plus cher. Le taux d'intérêt d'une dette privée allait entre 10 et 12%. Là, les taux qu'on arrive à avoir, on est à du 10,5, 11. Peut-être que, avec les négociations et à force qu'on a du relationnel effectivement avec les personnes qui font de la dette privée, on va peut-être pouvoir descendre à 9,5. Mais ça reste quand même une dette qui coûte cher. Par contre, effectivement, c'est très rapide. Donc là, c'est adapté en fonction effectivement, en fonction des stratégies. Je vous donne un exemple. Vous avez un projet qui dure longtemps. Vraiment, il y a du gros travail, il y a de la reprise de grosses œuvres, il y a tout ce qu'on œuvre à faire. Attaquer ça avec un fort taux d'intérêt, type dette privée, et ben, si le projet dure, allez, on va dire plus que 18 mois, on est peut-être sur 24 mois, là, le taux d'intérêt, chaque année, il va falloir raquer et ça va coûter cher. Et ça va plomber votre rentabilité et votre marge de votre projet. Par contre, ça veut dire qu'une dette bancaire, ça va être beaucoup plus simple à avoir, ça coûtera moins cher et ça va permettre la bonne rentabilité du projet, de présenter un bon bilan auprès de la banque. Par contre, si vous souhaitez faire un coup de fusil, c'est-à-dire vous achetez par exemple un immeuble en monopropriété, vous avez juste les appartements à diviser officiellement avec le passage d'un géomètre, la mise en place d'un règlement de copropriété, ça vous dure quoi? 3 mois à tout casser, bah d'aller voir une dette bancaire, s'embêter pendant peut-être 3 mois avec la banque, à échanger, etc., tout ça, à débloquer enfin les fonds pour au bout de 3 mois les rembourser, etc., ça va être compliqué. Par contre, dette privée, peut-être que je coûte cher, ça va être rapide, mais sur 3 mois, en fait, pour moi, ça va être rentable. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours pouvoir bien travailler cette partie-là. Troisième famille, donc le crowdfunding, on en disait. Alors là, c'est donc toutes les plateformes en ligne. L'inconvénient du crowdfunding, c'est les frais qui sont élevés. Ça, très clairement, en fait, ils vous disent oui, 12%, 14%, pourquoi pas. Par contre, derrière, tout ce qui est frais d'analyse, frais de structuration, fiducie, frais de sûreté, frais au success fees de levée, etc. Bon, là, ils y vont. Là, tous les frais annexes, quand vous regardez les conditions, ça vous coûte énormément cher. Donc, c'est pour ça que souvent, le crowdfunding, quand vous connectez sur une plateforme de crowdfunding, vous voyez que c'est un financement complémentaire. Réaliser un projet 100% en crowdfunding, c'est chaud. Là, c'est très, très chaud. Parce que, effectivement, vous mettez vraiment à risque là-dessus. Et la quatrième partie, donc l'apport personnel. Donc c'est la base indispensable et vous voyez, il y a quelques petites choses en plus. Alors, et là-dedans, encore une fois, en tant que marchand, ça vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez ou quoi. Ces 4 familles, vous devez les maîtriser, les creuser, faire vos devoirs dessus et trouver les bons interlocuteurs sur chacune de ces familles. C'est vraiment ce qui va vous permettre après en tant que marchand de faire des combinaisons. Et vous allez voir, on va découvrir des petites solutions également sur la partie apport personnel. Alors, du coup, peux-tu avoir toutes les lignes liées au crowdfunding? C'est-à-dire, Anne, je reprends quelques petites questions et après on passe à la slide d'après. Je reparcours en même temps. Je vais reprendre à Ben qui nous disait autre solution pour l'apport personnel à mettre, grossir l'enveloppe de travaux pour financer le pourcentage d'apport. Ben, c'est le petit malin. Et oui, tu as raison, ça peut marcher comme ça et on va parler également dans la suite. Je vais vous expliquer également un autre cas pratique que j'ai rencontré, là qui est en cours par exemple, sur la villa de Sainte-Maxime. Crowdfunding, Mathieu, effectivement, donc 230 000, c'est ce qu'on disait en crowdfunding, tu vas flinguer ton projet. Donc là, il faut plutôt aller vers de la dette privée ou de la dette bancaire. Ou sinon, en crowdfunding, pouvoir lever uniquement ton apport et ensuite derrière faire de la dette bancaire. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, si sur votre dette principale, vous payez que 4%, allez, 5, vous payez 5% sur votre dette principale, et qu'en fait, c'est que sur 15-20% d'apport que là, vous payez 14%, vous voyez, ça se pèse. Par contre, si vous le faites en 100% crowdfunding sur un petit projet comme ça, là, vous le tuez direct.
Le taux global en tenant compte des dettes en dehors de la dette bancaire. Donc, là, c'était par rapport à ce que tu dis, à condition que ne dépasse pas 40%. Oui, parce que... Mais après, si tu le fais en société, ça va être différent. Ça, dites-vous bien que la partie taux d'endettement, quand vous le faites en société officielle de marchand, vous êtes sur une société commerciale. Donc, tout ce qui est taux d'endettement, ça va être sauté. C'est comme quand vous investissez, par exemple, dans du patrimonial, vous êtes en SCI à l'IS. Il n'y a plus de rapport avec le taux d'endettement. La plus efficace, du coup, pour une première opération d'achat-revente, la financement la plus efficace, au final, Alexandre, ça va être la dette bancaire. Voilà. Ça, c'est ce qui va te coûter le moins cher, etc. Par contre, si tu ne peux pas, vous mettez de combiner la partie dette privée et dette bancaire. En fait, la banque, si vous voulez, dans votre cas, elle vous dira jamais non. La banque, elle vous dira oui, mais, oui, mais, oui, mais votre taux d'endettement est trop important. Bon, je vais peut-être arbitrer mon patrimoine, je vais peut-être apporter plus de cash dans l'opération. Oui, mais il n'y a pas assez d'apport. Oui, mais ça, je trouve ça risqué. Et après, c'est à vous, en tant que marchand, en fait, de combiner les choses. Oui, mais il faut plus d'apport. Très bien, je prends en note. Par contre, si je vous pose cet apport-là sur la table, vous me financez. Oui, ok, je vais aller chercher des investisseurs privés, un associé, de la dette privée, etc., si je veux le faire tout seul. Et après, je reviens, je pose le cash sur la table. Ça, c'est super important à comprendre. Un contrat obligataire, ça peut se faire chez le notaire, ça peut être rédigé également par un avocat, une trame que après tu utilises toi-même. Toutes les lignes, mais faites-vous accompagner. Ça se fait pas sur un coin de table. Faire du crowdfunding pour uniquement l'apport entre 10-20, bonne ou mauvaise idée, ça peut être faisable. Hein. Alors 10-20 000, ça dépend de ton projet derrière quand même. 10-20 000 euros. Est-ce que tu peux pas aller chercher ailleurs ces 10-20 000 euros plutôt que du crowdfunding? Alors, Elodie, où se faire financer en dette privée? Donc la dette privée, c'est des financeurs spécialisés. Maintenant, tu te promènes sur LinkedIn, etc. Tu regardes financement marchand de biens, etc. Tu peux contacter également des courtiers spécialisés dans tout ce qui est marchand de biens. Encore, dette privée, ça peut être également des investisseurs. Donc tu vas dans des clubs d'affaires, dans des clubs IMO, etc. Et tu discutes avec toutes ces personnes-là. Dette privée. Alors, c'est possible de réaliser un investissement avec le système dette privée avec un partage de plus-value de 80-20. Ça dépend quel niveau de risque ils prennent. Toujours. Il y en a un bébé, un mètre au lit, il y a un replay ou pas? Oui, désiré, il y aura un replay. Dette bancaire en SAS ou SCI-LIS? Quand pas de cash ou peu. SAS, surtout si tu fais une opération c'est pareil. C'est pareil. Une SAS, c'est si tu fais vraiment une opération de marchand. SCI-LIS, c'est si tu fais effectivement une opération, on va dire un aller-retour en résidence secondaire. Alors, attendez, comment solliciter la dette privée? Laurent, du coup, ça je viens d'y répondre. Donc tout ce qui est CGP, fonds immobiliers, courtier spécialisé en marchand de biens ou en prêt commercial. RP, c'est bien cher en SAS et bénéficie d'avantages fiscaux. Non. Tu l'as acheté en SAS, tu l'as acheté dans un but commercial, tu ne peux pas. Crowdfunding pour un apport demandé par la banque, mais projet en SAS ou IS pour ce projet sont... SAS du coup, Mathieu, pour ta question. Ok. Pour 10K, tu fais un crédit à la consommation. Bien joué Jean-Michel, exactement ça. Allez, on enchaîne du coup sur la slide d'après. Alors, aujourd'hui, donc voilà, petite pyramide, très symbolique. C'est ce qui va vous permettre effectivement de voir en premier le crowdfunding, coût élevé, accès rapide. Généralement, ils ne regardent pas trop votre dossier en toute transparence. Sur certaines plateformes, je vais être gentil quand même. La dette privée, coût intermédiaire, flexibilité. Et effectivement, la dette bancaire, coût faible, mais processus exigeant. Par contre, la dette bancaire, c'est vraiment quelque chose à travailler. Je vous encourage vraiment à privilégier la dette bancaire dans un aspect de long terme. Pour développer correctement votre entreprise, il faut que vous puissiez vous appuyer sur la dette bancaire. Tout simplement. Ça, c'est vraiment primordial. Si vous faites que du crowdfunding, etc., tout ça, ça vous coûtera toujours cher. Vous n'allez pas créer de track record. Vous allez toujours être sous tension. Vous allez devoir toujours des sommes d'argent. Ça va être compliqué. Allez, on fait la suite. Le financement bancaire, la solution règne mais sélective. Donc là, on va balayer, si vous voulez, chacun, on va dire, des familles. Donc, la banque, c'est le taux le plus bas. Effectivement, on est à 3,4%, 3,4 à 4% du coup sur les prêts RP et RS. Si vous êtes en crédit marchand, ça sera Euribor 3 mois plus, allez, entre 1 et 2,5%. Quand vous commencez, ça peut être du 2,5% direct. Donc encore une fois, l'Euribor 3 mois, il est très bas actuellement. Donc vous allez être sur des taux 5, autour des 5, 5, 5. Délai d'obtention long,
N'oubliez pas, vous devez convaincre une personne qui, si c'est votre premier projet, devait aller voir un comité, etc., le comité des crédits ou la gestion des risques, le comité des engagements, tout blabla. En face, garantie solide exigée. Donc, ils vous demanderont de l'hypothèque, de la caution personnelle, surtout à ne pas faire la caution personnelle, ou encore donc d'autres garanties à fournir, ça peut être des nantissements, etc., d'actifs mobiliers. Type de crédit, donc amortissable pour les longues durées, in fine pour les professionnels. Alors attention, quand ils disent in fine pour les professionnels en banque, c'est rare aujourd'hui d'avoir le remboursement, même des intérêts en in fine. La banque vous demandera en in fine le remboursement du capital. Par contre, les intérêts vous seront dus soit mensuellement, trimestriellement ou au semestre. C'est rare aujourd'hui d'avoir un crédit in fine, intérêt plus capital. Dette privée, rapide mais plus coûteuse. Effectivement,